Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Axe Sud, mais également de la web TV du Journal Toulousain. Sur lejournaltoulousain.fr, Zoom sur l'actu, c'est une façon de dézinguer ensemble l'actu locale et nationale avec nos chroniqueurs préférés. Ils sont là, ils sont trois, ils sont beaux, ils sont sémillants et ils ont bien préparé cette émission avec un nouveau venu dans la bande, Johan Rodvita. Bonjour. Bonjour Thomas. Ça va bien ? Ça va très bien. Bon, Johan est un jeune populaire, membre du Conseil national des jeunes populaires. Ouais. Tout va bien ? Tout va très bien. Bon, Pierre-Nicolas Bapt, mes hommages. Bonjour Thomas. Je suis en forme. Tu sais que mes hommages, ça s'adresse généralement à une femme. Je te remercie Thomas. Bon. Donc, Pierre-Nicolas... C'est un scoop. Pierre-Nicolas Bapt, donc secrétaire départemental du Parti radical de gauche, mais également conseiller municipal délégué à Colomiers. Oui, et membre du comité directeur aussi. Oui, mais ça on s'en fout. Non, bon, c'est agréable, vraiment... Stéphane Beaumont. Grande forme. Bonsoir. Politologue et universitaire, mais également le chroniqueur politique du Journal Toulousain. Voilà, et heureux de l'être. Tout va bien, Stéphane? Comme vous, Simonian. Très bien. Alors, au menu, aujourd'hui, le mariage pour tous, la guerre à l'UMP, et on va voir ce qui se passe un peu au niveau de la gauche plurielle, des sujets nationaux, mais parce que l'actualité l'exige. Depuis un mois, les choses se bousculent au niveau politique. Stéphane, on va commencer par le mariage pour tous. On a vu que ça a fracturé les lignes au niveau politique. Est-ce que François Hollande a bien fait de lancer ce débat en ce moment ? L'avenir le dira mieux que moi aujourd'hui, mais j'ai le sentiment que c'est un de ces débats de société qui touche profondément au vécu en société, à l'éducation, à l'instruction reçue et au bon vieux fond catholique de la France gauloise et de la France laïque et républicaine. Et j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, que ce débat-là qui traverse les partis, il n'y a pas une position d'un parti que suivent tous les militants du parti, que traversent les partis, eh bien, peut avoir des conséquences aussi importantes que la fameuse querelle, le fameux débat sur l'école libre. Ah oui. Et j'ai l'impression que les manifestations du 17-18 janvier prévues peuvent s'avérer aussi importantes que la manifestation de Versailles des années 1984, à l'époque où François Mitterrand était président de la République. Le clergé s'y était mis, le clergé s'y met. Non seulement l'évêque, le cardinal de Lyon, Barbarin, mais également Monseigneur 24 à Paris. Les associations suivent, et les gens, les individus, les familles suivent également. Donc j'ai l'impression que c'est un bon débat pour un mauvais moment. Nous sommes en pleine crise. Un débat sociétal de cette nature n'est pas évident à mener. Et j'ai l'impression que, comme d'habitude, François Hollande fera preuve des qualités dont il a hérité à la fois de Jacques Chirac, abracadabrantesque, projet qui peut être abracadabrantesque, et du petit Percueil, il n'est pas de problème que l'absence de solution ne contribue à régler. Alors Stéphane, là vous la jouez un peu centriste, parce que... Je la joue pas centriste, mais... je la joue, j'ai vu les déclarations du clergé français, j'ai lu les déclarations des représentants de l'islam en France, j'ai lu les déclarations du grand rabbin Bernheim, et toutes ces déclarations se rejoignent pour condamner ce projet, pour condamner au nom du religieux, mais également les laïcs au nom de ce monument qu'était le Code civil. Et j'ai l'impression qu'on ne nous touche pas à ça par hasard, moins peut-être pour le mariage pour tous, comme on dit. En fait, c'est pas pour tous, c'est une mauvaise appellation, le mariage pour tous, mais pour les conséquences que ça peut avoir quant aux familles recomposées, entre guillemets, que ça pourra entraîner, y compris avec la procréation médicalement assistée, y compris avec les enfants des uns, les enfants des autres. Je ne suis pas sûr que dans une société qui est désenchantée par le politique, ça soit le moment de la désenchanter par une métamorphose aussi considérable. On est d'accord, mais pour parler politique pure, vous avez été encore plus dur dans le supplément magazine du Journal Toulousain, puisqu'il y a un débat avec notre ami Patrick Aubin. Oui, que nous regrettons tous. Nous espérons qu'il va se rétablir. Qui est absent pour raison professionnelle. Mais sur la question du mariage gay, vous dites, elle sera peut-être le point d'achoppement
pour le gouvernement héros qui pourrait y laisser la vie. Donc vous allez loin. Ben oui, il y a Nantes, il y a le bocage nantais, et puis il va y avoir plus que le bocage nantais, il va y avoir la campagne sur le terrain de tous ceux qui sont opposés à ce projet. Et de même que François Mitterrand avait essuyé des plus grosses manifestations et avait dû retirer son projet, je pense que ce mariage, entre guillemets, pour tous aura le même destin que la querelle de l'école libre. Johan, ce mariage pour tous, il t'inspire quoi ? Je pense que déjà, on parle de droit au mariage pour tous. Pour moi, le mariage, c'est pas un droit, c'est une institution. C'est clairement l'union d'un homme et d'une femme dans l'objectif de construire une famille. Donc ce projet de loi aujourd'hui du gouvernement, c'est quoi ? C'est un os à ronger, tout simplement. Pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Il y a quand même un véritable problème pour moi d'aborder ce sujet. Faut voir qu'il y a des pays qui pratiquent donc ce mariage pour les couples homosexuels. En Belgique, il y a 2,5% des mariages qui sont célébrés qui sont pour des couples homosexuels. La vraie question, je pense... Alors certes Johan, mais les mauvaises langues peuvent dire aussi... aujourd'hui, certains dans votre parti disent ben voilà, ça va tout bousculer, etc. Alors on peut dire certes qu'il y a peu de gens qui se marient dans les pays où c'est institutionnalisé, mais en même temps, ça va pas bousculer non plus la vie politique, la vie institutionnelle de ces pays. Ça, on est d'accord. Après, je pense qu'on mélange tout. On mélange le mariage, on mélange l'adoption, on mélange même la question de la procréation assistée. Je pense c'est un vrai sujet de société. Tout le monde, tous les partis ont envie d'en parler. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'aborder le sujet de manière sereine. Alors pourquoi pas, je pense, la mise en place d'un référendum. Moi, à titre personnel, j'y suis favorable. Je pense qu'il ne faut pas mettre ça dans un projet de loi et le passer à la va-vite. C'est une vraie question de société, de savoir est-ce qu'on autorise les couples homosexuels à se marier. On sait très bien qu'il y a une réalité. Il y a des enfants qui vivent aujourd'hui dans des familles homosexuelles. On n'est pas là pour nier cette situation. Mais je pense que moi, à titre personnel, je suis pour un élargissement de l'union civile et qu'on se pose les vraies questions, qu'on arrête de laisser la main à un lobby homosexuel purement parisien sur cette question. Et je pense qu'il faut poser la question aux Français. Et là, on aura une vraie réponse. Moi, sur le référendum, juste un petit mot. Je suis aussi le référendum depuis le dévoiement du référendum par le général de Gaulle. Chaque fois qu'il y a un référendum, on ne répond jamais à la question. On répond à celui qui l'a posé. Et comme c'est François Hollande qui la poserait, François Hollande serait battu sur ce référendum. Ils sont mal barrés alors à l'UMP parce qu'ils nous proposent un référendum. Alors on va en parler tout à l'heure. Et non. Alors Pierre-Nicolas. Nous, à titre personnel et notre parti est pour le mariage pour tous. Non pas comme étant n'étant pas une obligation, mais une possibilité. Non mais Pierre-Nicolas, avant de parler de ton parti. Non mais j'allais te répondre. Non mais toi en tant que personne. Moi je suis pour effectivement la possibilité pour tous de pouvoir se marier. Ça me dérange, ça ne me pose aucun problème, ni même d'adopter. Bon, là où je reviendrai sur ce que disait Stéphane précédemment, c'est que je pense que la gauche, les socialistes ont la majorité au Parlement. Ils n'avaient qu'à faire passer cette loi en juillet ou en juin, ça aurait réglé le problème. Et j'ai bien peur que le mariage pour tous de Hollande ne soit que la querelle sur l'école privée de Mitterrand. Sans compter que si on regarde, tu rejoins Stéphane. Tout à fait. Si on regarde même les conditions. Je parle temporel. En 83, c'est la rigueur. En 84, c'est le problème de l'école privée. 83, c'est le discours de Figeac aussi. Tout à fait. Fini le marxisme, vive l'économie de marché. Voilà. Donc, mais c'est un vrai tournant à la fois sur le plan de la rigueur et de la conception de la société, en fait. Et là, on est en pleine crise. Et je trouve, à titre personnel, que si le gouvernement Hollande n'arrive pas à résoudre quelques questions sociales, parce qu'effectivement, on sait pertinemment que le politique n'a pas forcément la main sur l'économie, il devrait bien quand même résoudre quelques petites questions sociétales. Et il y a un deuxième point, puisque j'ai la parole très rapidement, je suis aussi pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Ça, c'est notre débat. Non, mais attends, je finis. Mais là aussi, on a des atermoiements, on recule, on machine, on sait cela. C'est trop tard. C'est trop tard parce que, et au pire, on rassemblait l'Assemblée et le Sénat, on constatait quelles étaient les positions des uns et des autres, mais on avait au moins, nous, en tant que parti de gauche ayant soutenu Hollande au présidentiel, rempli le minimum du requis, à savoir rassembler les parlementaires pour savoir si effectivement ils acceptaient. Même sur ce point, Hollande recule. Justement, il n'a pas une pratique. Je suis relativement déçu sur ces deux points. Après, on peut discuter à l'infini de nos positions avec notre collègue de l'UMP, on n'est pas d'accord, mais au moins qu'on y aille franco sur ces deux points. Tu vois ce que je veux dire ? On peut dire que stratégiquement et tactiquement, François Hollande n'a pas pris de bonnes leçons du mitterrandisme.
François Mitterrand de 80 à 83 a été quelqu'un d'idéologiquement dur. Même s'il n'était pas lui-même convaincu, il a donné l'impression qu'on était complètement dans un changement idéologique, que la France changeait, que la France bougeait, que des têtes allaient tomber et qu'on disait lesquelles. Et radical même. Radical, mais pas au sens de radical socialiste. Tout à fait. Et donc, l'atermoiement... Pas au sens bailé du terme. Non, pas du tout, non. L'atermoiement de Hollande, François Mitterrand ne l'a pas connu. Même s'il y a eu ensuite le tournant de Figeac. Mais le tournant de Figeac a été d'autant plus fort qu'il y avait eu quelque chose d'idéologiquement dur auparavant. Bon, très bien, messieurs. Le débat, de toute façon, je pense, va perdurer. On en reparlera dans l'émission. Oui, moi, je voudrais dire quand même sur le mariage homosexuel, par rapport à ce que Nicolas vient de dire, qu'on n'a pas attendu d'imaginer une invention législative pour que les homosexuels se marient. Depuis les temps anciens, les homosexuels n'ont pas pignon sur temple ou sur rue, mais les Grecs, les Romains, la littérature d'ailleurs en est très riche, étaient sans culpabilité et avec allégresse des homosexuels sans mariage. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais même les Spartiates, pour revenir aux Spartiates, ils forment un couple de guerriers. Enfin, on sait comment ils fonctionnaient, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, parce qu'il faut être clair, parce qu'il y a aussi ce problème, l'homosexualité actuellement est plutôt taxée, bien qu'on soit un petit peu revenu sur ce schéma, soit plutôt taxée comme étant un homme qui devient féminin. Or, je veux dire, sous l'Antiquité grecque, ils étaient à beau être homo, les types, il n'y a aucun problème pour plier et pour passer au fil de l'épée leurs adversaires. C'est les 300 des Thermopyles. Non, mais il faut quand même rappeler que ce n'est que sous l'ère chrétienne, sous l'ère chrétienne, pas à partir de Jésus-Christ, c'est pas ça, mais sous l'ère chrétienne. Dans que l'image des homosexuels, c'est féminisé, et vraiment à l'excès d'ailleurs. À l'excès, parce qu'il y en a qui sont féminisés. Moi, je voudrais signaler. On va avancer. Je voudrais juste signaler sur l'homosexualité la prochaine parution par Renaud Camus d'une anthologie de la poésie homosexuelle. Très bien, merci Stéphane pour Alors, ce complément d'info. Avant janvier ou pas, je sais pas. On va parler de l'UMP, le feuilleton. Alors ça fait 15 jours maintenant. Alors c'est bien parce qu'on a l'impression de vivre une télé-réalité. C'est un peu le Loft Story 2012. Donc l'UMP, élection démocratique pour la première fois d'ailleurs, il faut le signaler dans le parti, parce qu'on ne va pas parler que du négatif. Ouais. C'était la première fois qu'on donnait la parole aux militants pour choisir leur leader. La campagne s'était relativement bien passée. Et patatras, le dimanche du vote, un match quasi nul. Alors je ne sais pas d'ailleurs si Stéphane pourra nous en dire deux mots, si un jour on connaîtra réellement le vainqueur de cette élection, parce que c'est une question en soi. Mais donc on vit dans un feuilleton permanent. Johan, toi qui es à l'intérieur de l'appareil, aujourd'hui, dans quel état sont les militants? Parce qu'on entend beaucoup les Parisiens parler sur les médias, mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi, je suis ravi qu'on parle des militants parce que je trouve que dans les médias, on parle beaucoup de nos élus parisiens qui refont le match sur chaque média, chaque jour, en se renvoyant la balle. Et ça change d'heure en heure, le scénario. La réalité de ce vote, c'est quoi? C'est déjà la mobilisation, je pense. C'est quelque chose dont on n'a presque pas parlé. À Toulouse, on a eu des files d'attente énormes. Nos militants se sont sentis concernés par ce vote. 62% de participation en Haute-Garonne. C'est impressionnant. Il y en a eu une file d'attente qui les gens ont attendu plus de 2 heures pour voter. Il y a aussi la difficulté du vote. On a eu 3 votes en une seule élection, la motion, l'équipe dirigeante. Ça, c'est une erreur. Oui, je pense que c'était une erreur. Ça a été très compliqué à mettre en place aussi de manière matérielle. Aujourd'hui, comment vont les militants en Haute-Garonne? Ils vont très bien. Parce que le but du militant, c'est pas de savoir qui va diriger le parti. Est-ce qu'à Paris, c'est une question importante, mais le but du militant lorsqu'il adhère dans le parti, le militant est assez inconditionnel. C'est pas, il analyse rarement la politique. Le militant, il suit les directives. Oui, mais je pense que le militant. Je veux pas dire que c'est un abruti. Hein. Non, je suis d'accord. Je veux dire qu'on lui a pas demandé de contester au militant. Mais le militant lui a demandé d'être là avec ses troupes pour franchir le pont d'Arcole après le patron. C'est vrai. Le militant à Haute-Garonne, il est là aussi pour défendre ses idées. Et c'est notre première mission. Je pense que nous, dans cette terre de gauche, on a assez de boulot pour s'occuper de ce qui se passe à Paris. Donc évidemment, aujourd'hui, on est sur une situation clairement de blocage. Alors, tu fais bien de dire, nous sommes en terre de gauche. Alors, les résultats, alors je sais que Stéphane apprécie beaucoup les cartes, les chiffres, etc. Chose étonnante en Haute-Garonne, vous êtes un des départements qui a voté le plus pour une ligne droitière, si on regarde la cartographie, puisque donc Jean-François Copé
Rappelle-moi le score de Jean-François Copé, 60%. Un peu plus de 60%. Un peu plus de 60%. Et la droite forte, donc il y avait 6 motions, arrive, merci Stéphane qui s'intéresse pas du tout à la discussion, mais qui préfère lire Le Monde. 3,3. Non, donc la droite forte moi, de Guillaume Pelletier. Un journal en écoutant et en parlant. Hein. Et Guillaume Pelletier, donc sa motion fait 33% en Haute-Garonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de se droitiser dans les départements qui sont ancrés à gauche? Alors, je pense qu'il y a 2 questions. Il y a la question du président et la question de la motion. Sur le président, pourquoi Copé en Haute-Garonne? Parce que Copé a fait ses preuves en Haute-Garonne. Je pense que Jean-François Copé, il n'a pas hésité à venir à la rencontre des militants. Et c'est quelque chose qui a touché les adhérents et les militants de la Haute-Garonne. Je ne pense pas que ça soit lié au côté un peu plus droitier de Jean-François Copé. Je pense que vraiment, sur le point de vue des militants sur Copé en Haute-Garonne, c'est juste le contact qu'il a eu avec eux. On l'a vu notamment sur les législatives, mais on l'a aussi vu lors de son meeting à l'Union. Sur la question de la motion, c'est peut-être plus différent. Pourquoi la droite forte a fait un tel score en Haute-Garonne? Pourquoi la droite forte a fait un tel score au niveau national aussi? Je pense que toute cette image sarkozyste, cette image de jeunesse que représentait Geoffroy Didier et Guillaume Pelletier, c'est quelque chose qui a plu aux gens, qui a plu aux jeunes d'abord, parce que je pense que les jeunes pop se sont sentis visés par Geoffroy et Guillaume qui sont relativement jeunes dans la vie politique. Et je pense que sur les propositions, alors il y avait peut-être un peu... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un paradoxe à être dans un département ancré à gauche, où quand la droite est arrivée au pouvoir, que ce soit à la région ou à la mairie Toulouse, c'était avec des gens modérés, centristes, Dominique Baudis et Marc Sancy pour pas les citer. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en interne, la ligne choisie par les militants de Haute-Garonne est la plus à droite dans le parti. Oui, mais c'est ça le... Oui, c'est juste parce que les militants s'expriment en tant que simples adhérents du parti. Peut-être qu'il n'y a pas forcément cette vision d'aller plus loin et de se dire il faudrait peut-être que je vote un peu plus pour une motion un peu plus centriste. J'aime pas trop ce terme, mais je pense que les militants, ils votent avec leur cœur et ils ont tout simplement... Moi, je ne crois pas que c'est la raison. Hein. Je crois que la raison, c'est que l'UMP a eu avant un chef charismatique, c'était Nicolas Sarkozy, et que lors de la défaite du chef charismatique, on n'a pas fait l'inventaire de son action. Et n'ayant pas fait l'inventaire de son action, les différentes motions représentaient justement cet inventaire. Et que le fait qu'il y ait un ancien Premier ministre qui ne recueille que 50%, et le président de l'UMP, les autres 50%, montre bien qu'on n'a pas résolu les différents courants qui traversaient les droites qui font l'UMP, et qu'on s'est retrouvé dans le système décrit par Maurice Duverger de quadrille bipolaire. Quand il y avait RPR, UDF, PC, PS, aujourd'hui, on a UDI, ce qui reste de l'UMP, et de l'autre côté, le PC revient un petit peu avec Mélenchon, et le PS avec, attention, la diversité des gauches. Oula, mais on a aujourd'hui, Thomas me disait, viens faire un jour un exposé chez nous sur les droites en France. Mais on pourrait faire un exposé sur les gauches en France. Et aujourd'hui, c'est tout le système qui turlute. Hein. C'est tout le système qui est en mouvement. C'est des plaques tectoniques. Ce qui arrive à l'UMP est arrivé il y a quelques années au PS. Hein, on a eu Ségolène Royal, Martine Aubry. Ça veut dire que concrètement, on est dans une recomposition du paysage. Non, concrètement, ça veut dire qu'il y a ce que les politologues appellent une post-démocratie, c'est-à-dire qu'on voit les limites de la démocratie. On en a souvent parlé ensemble. Le président, comme les partis, ont l'illusion du pouvoir. Le pouvoir, il est détenu par les médias. Nous sommes dans des démocraties sous contrôle médiatique. Il est détenu par les sondeurs. Nous sommes dans une sondocratie. Et nous sommes surtout dans une société où le pouvoir est au financier, le pouvoir est au multinational. Je ne veux pas faire une analyse marxiste des choses, mais la démocratie représentative, elle est plutôt derrière nous que devant nous. Et maintenant, il faut penser la post-démocratie autrement. Angela Merkel, elle n'est pas élue au suffrage universel direct, elle est élue par le Parlement allemand. Plein de partis en Cameroun, il est élu au suffrage uninominal universel à un tour. Et aux États-Unis, ce sont les grands électeurs. Et aux États-Unis, on a tout le monde se gauze de cette histoire de l'UMP. On a eu quand même l'affaire Al Gore-Bush, où c'est la Cour suprême qui dit on arrête de compter. Et qu'est-ce qu'il fait Al Gore ? Il fait pas le mariole comme Fillon. Al Gore, il dit je m'incline. Mais là, le Conseil constitutionnel ne va pas aller se mêler de cette élection-là. Donc je crois qu'on a dramatisé les enjeux. Et tant mieux. Et pour moi, c'était une très bonne communication de François Hollande que de faire en sorte que les médias dramatisent les enjeux du côté de l'UMP. Pendant ce temps-là, on ne parlait pas d'autre chose.
Donc moi je suis d'accord avec Raffarin, quand Raffarin dit dédramatisons, il n'y a pas de drame en la demeure. Il y a quand même eu des événements beaucoup plus importants depuis 11 jours que cette histoire de l'UMP. Il y a eu l'admission à l'ONU de la Palestine en tant qu'observateur non permanent. Il y a eu les hélicoptères syriens abattus par des missiles dont on connaît l'origine. Les derniers chiffres du chômage, il y a eu les derniers chiffres du chômage. Aujourd'hui, la France, c'est 3 100 000 chômeurs et 10 millions de pauvres. Ça me paraît plus important que la répétition en France de ce qui est déjà arrivé au PS et de ce qui est déjà arrivé aux États-Unis. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être, imaginons, et puis je laisse parler Nicolas, imaginons qu'on ait eu une proportionnelle attachée à chaque motion, les 6 motions qu'on a vues ensemble, et que les représentants aient été désignés au prorata des pourcentages réalisés par ces motions. On réunissait ces gens-là en assemblée constituante et ils votaient. Oui. Ils votaient pour le patron de l'UMP. Terminé. Mais là, on est resté dans une sorte de chef charismatique qui avait pu assumer Sarkozy. Mais quand le chef charismatique disparaît, à ce moment-là, on ne lui demande pas des comptes parce qu'il était charismatique. Mais finalement, on fait quoi? On fait l'erreur de le redemander tout de suite, quitte peut-être à le griller pour la suite. D'ailleurs, le débat est un peu faussé parce qu'on fait voter les militants UMP pour des motions. Donc, ils mettent la motion de Guillaume Pelletier loin devant. Mais au final, c'est soit Copé, soit Fillon à la présidence du parti. C'est un peu étrange quand même. On vous demande pour voter pour une ligne politique et pour un président. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Après, les statuts ont été faits comme ça. Je pense que malheureusement, pour les militants, ils se sont plus orientés vers le choix du président. Et les motions sont un peu passées à la trappe. Nous, on l'a vu dans le sens où je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de militants qui aient lu les motions en long et en large. C'est pour ça que je pense que la droite forte a fait un bon score, parce que ça a été beaucoup de sarkozysme. Les militants UMP ont clairement un mal au cœur depuis que Sarkozy n'est plus notre chef naturel. Donc je pense que c'est un peu la com qui a joué pour la droite forte, mais c'est surtout le manque de sarkozysme qui a alors, fait... moi je ferais remarquer Pierre Nicolas, on va laisser parler Pierre Nicolas. Ni François Hollande ni Nicolas Sarkozy n'avaient un programme alors qu'ils étaient candidats. Ils avaient des propositions, mais il n'y avait aucun programme cohérent. Il y avait des propositions dont certaines étaient assez à gauche pour susciter l'adhésion de l'électorat Mélenchon, mais il n'y avait aucun vrai programme cohérent, ni de l'un ni de l'autre. Alors Pierre Nicolas, le bordel à l'UMP, le match nul entre Copé et Fillon, et la droite forte, loin devant les 5 autres motions au niveau de ce fameux vote d'émotion. Qu'est-ce que ça vous inspire, vu de gauche? Alors, moi je trouve qu'au cours de cette élection au sein de l'UMP, d'abord je vais rassurer mon collègue de l'UMP, c'est un problème qui se trouve dans tous les partis. Donc voilà, il faut pas... Là, c'est vrai que les médias le montent en épingle parce que ça fait le buzz, ça fait l'actualité. Le seul problème, à mon sens, c'est que les uns et les autres n'arrêtent pas de parler. Avant, je suis bien d'accord avec vous. Avant la résolution de la commission électorale, Copé s'est proclamé président, puis après Fillon a surenchéri. Le lendemain, la COCOE n'a toujours pas eu les résultats. Alors, entre-temps, on a su que la COCOE n'avait pas eu tous les résultats. Non, mais ça veut dire qu'il y a aussi quelqu'un qui parle de la COCOE, parce que sinon on ne pouvait pas savoir que ça sortait, qu'ils n'avaient pas tous les résultats des départements. Puis après, on rebelote, les lieutenants des deux côtés ont parlé. Puis après, on a eu la fameuse commission nationale des recollements. Où là aussi, on a connu le résultat avant qu'elle le déclare. Avant qu'elle le déclare. Enfin bon, c'est quand même... Je pense donc que ce n'est pas un problème de ligne, de comptage de voix. C'est surtout un problème de communication. Et plus les deux côtés communiquent, moins ils se crédibilisent. C'est bien ça, c'est le vrai problème. Par contre, après... Il y a un vrai problème, celui soulevé, j'ai écouté Olivier Mazerolle l'autre jour à la télé qui disait on ne saura jamais... Il est encore là, Olivier Mazerolle? Il est là, il est comme Stéphane Beaumont, il est toujours là. Après une canne de tout, mec, moi c'était... Non mais, moi, donc, oui, il disait on ne connaîtra jamais le résultat de cette élection. Mais alors, maintenant, justement... J'allais arriver de Al Gore et de Bush. J'allais arriver sur ton troisième point, je reviendrai sur le deuxième. Donc d'émotion. Sur l'émotion. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'il y a eu... en un jour, 3 votes des militants, 3 votes possibles, émissibles, donc on rappelle sur 3 points. Le président, l'émotion et la charte. Je trouve, alors après c'est une culture plutôt de gauche, là aussi je vais me rapprocher de ce que disait Stéphane, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas eu
un vote des militants sur l'émotion qui aurait porté au pouvoir des représentants qui voilà. eux-mêmes allaient désigner, comme Voilà. ça s'est passé au PS, bien que Patrick nous expliquait que ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais même pour l'entendement du grand public. Et c'est là où j'arrive à ce que... Non, c'est pas, il faut être juste. C'est pas ce que disait Patrick Aubin. Patrick Aubin, il disait que tout était Justement, fait mais- avant Eh ben l'élection. oui, mais tout que est fait. était Ah ouais, non, verrouillé. Tout est fait avant, on va parler 30 secondes du PS, parce qu'on sait quelles sont les forces en présence. C'est tout. Mais là, justement, par le vote d'émotion, l'émotion envoyant au pourcentage un certain nombre de représentants, on savait quel représentant allait voter pour qui au final. Et c'est là où je trouve que l'UMP, alors c'est ça qui m'a fait sourire, et là je pense que je vais te faire sourire pour une fois, Stéphane, c'est que d'un côté, on a un rappel à la mythologie gaullienne, le vote au suffrage universel sur le président, et d'un autre côté, on a un rappel à la 4ème République pour le vote sur l'émotion. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que Moi, quand même... le gaullisme s'est construit contre la 4e, Ah, on et est le d'accord gaullisme a inauguré les réalisations de la 4e. Messieurs, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le vote sur l'émotion rappelle étrangement ce qui pouvait se passer sur la 4ème, où finalement, quand même, aucune motion n'est majoritaire. Oui, Parce que c'est ça qui est quand même extraordinaire. Même si les deux premières, c'est-à-dire la droite forte et celle portée après la droite sociale par Laurent Wauquiez. par Hortefeux. Non, la c'est deuxième, Laurent Wauquiez. Non, c'est Laurent C'est Laurent Wauquiez. Wauquiez, la deuxième. Mais il y a la droite forte et celle de Hortefeux qui arrive 3e. À eux deux, ils peuvent avoir la majorité. Mais finalement, les 6 motions, aucune n'est majoritaire au sens 50% plus Oui, 1. absolument. Et alors ça, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un rappel extraordinaire Mais tu à la te souviens, 4ème. Nicolas, tu te souviens que la 4e a été adoptée un tiers de oui, un tiers de non, un tiers d'abstention. Oui. Messieurs, Mais il y avait un messieurs. tout petit tiers de... Alors je voudrais juste rajouter Non, quelque non, chose. non. Si, Si, c'est important. c'est- Là, on se bat sur des gens qui sont à égalité à 20 voix près. On dit 20 voix près, c'est pas possible. Louis XVI est mort à une voix près. Oui. La République a été installée à une voix voix près. La 4ème République a été installée à très peu de voix près par rapport au tiers qui avait dit non. Alors, ne rêvons pas, c'est une constante de la vie politique française que de voir des écarts très serrés. Allez. Par ailleurs, Stéphane, sur le thème à, de la- à une fois près, sur le thème- celle de Stéphane Beaumont est sur de le, trop. sur le thème de la communication, on est habitué maintenant, depuis les présidentielles, à ce que les médias nous annoncent le résultat virtuel Oui. à c'est 20 vrai. heures, Avant le réel. alors que tous les gens qui sont dans les grandes villes viennent de voter et ils ont l'impression que leur bulletin n'est pas pris en compte. Donc un jour, il y aura une erreur aussi. Il y aura un truc très serré comme Giscard Mitterrand et on aura eu les vainqueurs en train de commenter leur victoire alors qu'ils ne commentent que des sondages sortis Oui, des urnes. Tout à Il fait. faut le dire. Et donc, Stéphane. Attends, je termine. Non, Moi, je dis que les médias ont leur part de responsabilité absolument pas. dans le fait Ah, si. de tendre Si. les micros à chaque minute Si. dès qu'il y a une parole prononcée par un des protagonistes. Tout à fait. Bon, messieurs, pastilles Vichy et jus d'orange pour Stéphane. On fait une petite pause. C'est comme au football, il y a la mi-temps. Et on se retrouve juste après sur les ondes de Radio Axe Sud et sur la web TV du Journal Toulousain. C'est la deuxième mi-temps de Zoom sur l'actu. Donc bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et sur la web TV du Journal Toulousain, sur lejournaltoulousain.fr et sur les ondes de Radio Axe Sud. Pierre-Nicolas Bapt, Johan Rodvita et Monsieur Stéphane Beaumont qui est en train de regarder Bonsoir. si je lui ai laissé un SMS sont là Je autour vois de la combien table. doit Strauss-Kahn. On reprend notre discussion sur l'UMP. Stéphane Beaumont, est-ce que ça change quelque chose, cette élection, par rapport, à l'UDI et 2 au Front National? Puisqu'on dit beaucoup dans les médias aujourd'hui que les deux en tirent profit. Est-ce que c'est réellement vrai pour la suite? Moi, je crois qu'il n'y a pas que ces deux-là qui en tirent profit. Je crois qu'effectivement, Borloo peut en tirer profit à la tête de l'UDI en recréant l'UDF et en permettant aux centristes de respirer à nouveau différemment. Je pense que François Hollande peut en tirer profit en évitant qu'on lui reparle de la liberté de conscience, mot qu'il a employé pour qualifier l'attitude possible de maire qui refuserait le mariage, de mariage pour tous. Marine Le Pen qui C'est pourrait la liberté de conscience. Marine Le Pen qui pourrait également en profiter. On le verra à l'occasion des élections partielles de Hénin-Beaumont, à condition qu'il n'y ait pas d'UMP qui aille là-bas. Et je crois que d'une manière générale, ça devrait profiter également à une réflexion plus forte sur l'avenir de la démocratie.
l'avenir de notre 5e République, l'avenir de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, et l'avenir des partis trop gros type bipartisme à l'anglaise ou à l'américaine, PS, UMP, ça ne correspond pas à la mentalité politique française. La tradition républicaine, la tradition politique, la tradition idéologique, et non pas celle des divisions, mais celle des multiples déclinaisons, des multiples interprétations. Alors laissons ces interprétations se faire, à défaut de quoi ce qu'on a vu au PS, Ségolène Royal, Martine Aubry, on le voit à l'UMP, Copé-Fillon, et le fait de le voir n'est pas innocent. Je pense qu'il faut peut-être revenir sur la culture du chef, sur la personnalisation du pouvoir, sur le côté charismatique Bonaparte au pont d'Arcole, pour tout leader. Et je pense qu'il faut en arriver à des modes peut-être plus anglo-saxons. Quand je dis anglo-saxons, je pense surtout à la Grande-Bretagne, au modèle de Westminster, plutôt qu'au modèle de Washington et plutôt qu'au modèle gaulien qui peut-être a vécu. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite est orpheline de Gaulle, de Chirac, de Sarkozy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas de leader et donc elle se fracture. Ça veut dire que on se remet toujours difficilement de la défaite d'un leader. D'accord. On l'a vu avec le général de Gaulle. On a quand même eu Pompidou, Poher au 2e tour avec un Jacques Duclos qui avait fait pratiquement 20% des voix. Le Parti communiste à 20% des voix. C'était pas innocent. On l'a vu également à l'occasion de l'alternance en 1981, où c'est moins une victoire de François Mitterrand qu'une victoire de François Mitterrand et de Jacques Chirac contre Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est pas nouveau, ces couples et de Premier ministre et de Président qui s'étripent, et ces chicayas, plus graves aujourd'hui parce que médiatisés, à l'intérieur des partis de droite ou de gauche. Johan, vu de l'intérieur, est-ce qu'on parle du Front National et de l'UDI au niveau des militants? Parce qu'on en parle bien sûr, mais moi je pense que si j'ai entendu beaucoup de responsables de l'UDI expliquer qu'ils avaient eu énormément d'adhésions depuis... Moi j'espère que les gens qui adhèrent à l'UDI, ils adhèrent pas parce qu'ils s'en vont d'un autre parti politique. Je pense que la vraie question, c'est est-ce que l'UMP perd du monde? Je pense pas, non. C'est pas ce que dit Stéphane. Stéphane dit qu'aujourd'hui, il y a une fracture idéologique, que l'UDI s'est recréé, si je comprends bien. Oui, par Borloo. Voilà, par Borloo, mais parce que ça correspondait à une idéologie existante en France. Et le fait de mettre tout le monde dans le même parti fonctionne pas. Il faut se souvenir aujourd'hui des raisons pour lesquelles on a créé l'UMP. On a créé l'UMP en 2002, à la suite de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Et là, Jacques Chirac et Alain Juppé ont dit, pour éviter que ça recommence, il faut l'union des droites. C'est-à-dire une manière habile pour le RPR de cannibaliser l'UDF et de donner quelques fromages aux gens de l'UDF pour qu'ils adhèrent à l'UMP. Et ils avaient demandé à Philippe Mais l'UMP n'a jamais eu d'unité idéologique. Et ils avaient demandé à Philippe Douste-Blazy à l'époque de venir avec le sac de députés UDF. Oui, voilà, le président du groupe UDF. Philippe Douste-Blazy était président du groupe UDF. Et cofondateur de l'UMP. En l'an 2000. Johan, est-ce que tu crains un départ massif de militants? On dit qu'il y a les cartes qui se déchirent, etc. Est-ce que c'est vrai? Oui, alors j'entends ça à la radio, à la télé. Sur le terrain, c'est pas du tout le cas. Je vois chez les jeunes pop, du moins, on va parler des jeunes, ça n'a rien changé. On attend, évidemment, on a envie d'avoir, pour nous, c'est Copé qui a été élu. On a envie que le climat redevienne apaisé et qu'on puisse travailler dans le calme. Mais je pense pas du tout que les gens aient envie de quitter ce parti pour ça. Sinon, c'est que l'engagement était quand même fondé sur de peu de choses. Moi, quand j'ai adhéré à l'UMP, j'ai adhéré pour Sarko, pour des valeurs, pour tout ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur de notre famille politique, on a fait une élection et qu'on tarde un peu à avoir le calme qui revienne que je vais quitter ce parti. Sinon, mon engagement a plus de sens. Pierre-Nicolas, tout à l'heure, Stéphane parlait de l'UDI, de l'ancienne UDF, etc. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, l'UDF était quasi au même niveau que l'UMP. Et même, il y a eu des périodes de l'histoire de la Ve République où l'UDF était au-dessus du RPR en termes d'élus et en termes électoraux. Est-ce que l'UDI peut revenir dans le jeu concrètement, dans le jeu politique? Elle a tout à fait sa place. Mais d'ailleurs, et pour revenir au conflit Fillon-Copé, c'est assez amusant d'ailleurs de voir que certains militants de l'UMP quitteraient l'UMP
filloniste, quitterait l'UMP pour aller à l'UDI, alors que dans le même temps, je ne vais pas revenir sur ces histoires de motion, alors que la droite forte est en tête. C'est ça qui est quand même assez amusant. Ça veut dire donc que parmi les sortants, il y a sûrement des gens qui ont voté pour une motion dure, mais qui vont aller à l'UDI parce qu'ils ne souhaitent pas que ça soit porté par Copé, par quelqu'un qui est dur. C'est quand même très paradoxal comme situation. Oui, mais ça légitimise l'autonomie prise par Jean-Louis Borloo. Au niveau idéologique. Nécessairement. Mais le problème, c'est que lui aussi va avoir un problème aussi à gérer, parce que s'il y a des militants de la fraction dure de l'UMP qui partent alors qu'ils ont soutenu Fillon, parce que ce qu'il faut remarquer aussi, c'est quand même que dans les équipes de campagne Copé-Fillon, il y avait à la fois des centristes et à la fois des tenants de la droite dans les deux camps. Dans les deux camps. Ouais. Donc, à un moment donné, les militants qui partent... de la droite populaire était le directeur de campagne de François Fillon. Et c'est pas un tendre. Voilà. Et donc, par rapport à cet état de fait, je pense qu'à un moment donné, Borloo va être confronté aussi à un problème de trouver dans son parti, l'UDI, ou au sein des partis qui constituent l'UDI, c'est-à-dire le PRV, la gauche moderne... Qu'est-ce qu'il y a encore Nouveau Centre. Le Parti social, sûrement le Parti social-démocrate, s'il existe encore. Oui, le Nouveau Centre. Enfin bon, cette galaxie, et c'est pas un péjoratif ce que je dirais. L'Alliance centriste. L'Alliance centriste. Donc on va retrouver sûrement des militants tenant de la ligne droite, de la ligne dure de l'UMP, être à l'UDI. Ce qui veut donc dire que l'UDI n'est pas forcément non plus tendre que l'UMP. Je vais continuer. Mais je pense aussi qu'il y a la place pour un centre, entre guillemets, un centre droit à 15-17%, comme il y avait avant, et pareil, un RPR à 20-22%. Voilà. Deux forces qui piler la droite, mais en même temps, et là aussi je vais dans le sens de Stéphane, je pense que chaque fois qu'un parti veut devenir hégémonique, et tend à l'hégémonie, il crée sa propre opposition, là je parle pour la France, et du coup il y a des forces centrifuges dans ce parti qui font que, effectivement, on a un départ vers l'UDI, et même Ramayad est à l'UMP, par exemple. Elle est passée à l'UDI. Chantal Joanneau aussi. Chantal Joanneau. Donc, vraiment, c'était des cadres importants de l'UMP qui sont passés à l'UDI. De la même façon, on a Jean-Luc Mélenchon, qui est au PS, qui est passé à gauche, qui est sorti et qui est en train de faire remonter... C'est les fameuses plaques tectoniques. C'est vrai, qui fait remonter finalement... Qui est sorti pour exister. Qui ne fait pas remonter le PC, mais qui fait remonter le front de gauche. D'ailleurs, ça ferait plaisir à Rémi Vincent s'il était là. Et donc, il y a la place, à mon avis, des deux côtés de l'échiquier pour... une sorte de centrisme gauche ou droite. Alors s'il y avait des camarades du PS, ça la ferait bouillir. Mais centrisme par rapport au front de gauche et au UMP, que moi je compare quand même à l'ex-RPR. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le RPR a bien phagocyté les cadres de l'UDI. Mais pas de l'UDF. Mais pas que de l'UDF. Tout le courant libéral de Madeleine a complètement été étouffé aussi. Or, c'était la boîte libéral du Parti républicain. C'était la boîte à idées. C'était la boîte à idées de la droite. Dans la droite forte de Copé, il y a également des éléments du Parti républicain. Oui, tout à fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, le parti de Madeleine était... Alors, et je ne veux pas rentrer dans la discussion de savoir s'ils ont raison ou pas. Je vais simplement dire que c'était la boîte à idées de la droite. Donc, tout ça pour dire que quand un parti se veut hégémonique, à un moment donné ou à un autre, il crée sa propre opposition. Sa propre opposition n'arrive plus à respirer dans son parti et donc sort. Alors, Johan, comment on se sort de la situation? Alors, j'entends bien, tu disais tout à l'heure, Copé a été proclamé vainqueur par les deux commissions, donc la fameuse COCOE avec Monsieur Gélard et ensuite la commission de recours. Donc toi tu dis c'est légitime, hop, c'est fait. Sauf qu'aujourd'hui on se retrouve avec deux groupes à l'Assemblée nationale. Comment on se sort de cette situation? Alors sachant que Nicolas Sarkozy a essayé d'être médiateur après Alain Juppé, il a proposé un référendum, un vote pour demander si les gens veulent revoter. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Apparemment pour l'instant c'est statu quo. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, moi, je pense, en tant que militant, en tant qu'adhérent, je pense qu'on va appliquer les statuts, bêtement et simplement. C'est-à-dire que Jean-François Copé a été déclaré vainqueur par la COCOE. Tous les recours qui ont dû être faits ont été faits. Aujourd'hui, Fillon a pris une décision. Il a créé son groupe à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est vraiment décrédibiliser l'image de notre parti que de faire ça.
Donc je pense que François Fillon doit tout bonnement accepter la décision des militants qui ont voté, qui sont exprimés à quelques voix près, mais qui ont élu Jean-François Copé. Il faut absolument que Fillon et que toutes ses équipes reviennent dans une espèce de famille unique. Je ne vois pas l'intérêt et l'image qu'on donne à la fois aux sympathisants, mais à la fois aussi à nos opposants, d'être divisés comme ça, c'est ridicule. Sur la question du référendum, alors moi je veux bien qu'on fasse un référendum sur est-ce mais qu'il je faut... sais pas, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, non, mais je veux bien, mais alors je suis persuadé que les militants ne voudront pas revoter. Les militants, ce qu'ils veulent, c'est aller au travail, se remettre sur le terrain, et on sait très bien le temps que ça nous a pris d'organiser ces élections. Les gens qui ont été... Pourtant, Nathalie Kosciusko-Morizet a lancé une pétition, Ouais. il y avait 20 000 signatures en l'espace de 48 heures Oui, pour revoter. Oui, très bien. Après, moi, les gens qui vont signer ce genre de pétition, je les respecte. C'est peut-être pas eux qui ont tenu les bureaux de vote, c'est peut-être pas eux qui ont fait campagne. Moi, je pense qu'on a une élection qui a été ce qu'elle a été, mais maintenant, Copé est président, et point. Et je pense que notre adversaire, c'est pas François Fillon, c'est pas Jean-François Copé. Et il faut que les gens, ils rentrent dans les rangs, ils se mettent au boulot, et peut-être que si les gens qui mettent en place des pétitions, qui s'expriment dans les médias, se mettaient un peu plus sur le terrain, on avancerait et on donnerait peut-être une image qui est pas celle-là. Parce que moi, aujourd'hui, je suis très fier d'appartenir à mon parti politique. C'est compliqué sur le terrain, hein, on le sait. Alors à l'UMP, à l'UMP, c'est un peu divisé. Mais nous, on est sur le terrain, on est là et on bosse. Donc ça serait bien que les cadres, ça serait bien que les gens qui ont des belles idées se mettent au boulot et qu'on avance tous ensemble. Comment on sort de la situation, Pierre-Nicolas ? Je sais pas, parce qu'a priori, le groupe qui a été créé, le deuxième groupe à l'Assemblée nationale, cotise aussi, se déclare aussi UMP. Alors, sur un point C'est strictement des gens financier... qui sont toujours à l'UMP, mais qui ont formé un groupe parlementaire groupe, RUMP. A priori, pour le parti, l'UMP, c'est quand même salvateur que ce groupe dissident soit toujours adhérent à l'UMP, sans quoi l'UMP serait dans une très très mauvaise passe financière. Ils sont déjà dans une mauvaise passe. Non, mais Ils seraient déjà... Non, mais en plus, il y aurait 70 députés qui partent, ça leur ferait une quête financière terrible. Oui, mais Voilà. au-delà de ça, Pierre-Nicolas, ce que dit Jean-François Copé, et qui est pas faux, c'est qu'à l'Assemblée nationale, ça veut dire que le temps de parole va être divisé par deux pour faire face au gouvernement, et qu'il va y avoir deux têtes au niveau des... Mais quand même, on va pas revenir, puisqu'ils ont des motions, ils ont qu'à suivre leurs motions. Mais je ne doute pas que le RUMP, comme l'UMP... Le RUMP. À ne pas traduire de l'anglais. Les deux... Et donc, sérieusement, Johan, vous avez un problème avec les abréviations, parce que Coco, connard, et maintenant RUMP, là on est mal. Mais que ce soit donc c'est vrai, connard, c'était pas une réussite. L'UMP 1 ou l'UMP 2 prendra son temps de parole pour attaquer le gouvernement sur les mesures qu'il trouve inadéquates. Donc je vois pas vraiment le problème. Enfin, Maintenant, comment sortir de cette situation? Là, franchement, et c'est pas pour leur repasser la patate chaude, mais c'est à eux à... mais c'est à eux à voir comment ils vont le faire. Moi, je la prends, la patate chaude. Quoi. Je pense que le R de RUMP, c'est quand même assez hallucinant, qui veut dire rassemblement. Je pense que François... Je te rassure, tout est hallucinant. François Fillon doit clairement rentrer dans les rangs. C'est une personnalité de notre parti politique, ça, c'est incontestable pour nous. On a besoin de lui, le parti a besoin de lui, les militants ont besoin de lui. Je comprends pas très bien ce que ça signifie à Paris de créer deux groupes, alors qu'en province, dans les territoires, moi, aujourd'hui, je milite avec les pro-Fillon. On a toujours été dans la même famille, on est ensemble, on est unis contre un seul adversaire. Donc je comprends pas bien l'intérêt qu'il y a, à part à faire pression, de créer ce groupe. Stéphane, et on termine sur ce sujet parce qu'on a un dernier sujet. Je pense que la raison profonde de cette division entre Fillon et Copé, c'est que les militants n'ont pas trouvé d'élu providentiel à élire, parce que d'abord, il ne pouvait pas y en avoir après Nicolas Sarkozy, sinon celui-ci se serait présenté, et que dès lors qu'il y a égalité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme providentiel, et quand il n'y a pas d'homme providentiel dans un parti qui a connu, qui se veut aussi gaulien, eh bien, c'est insupportable, et à ce moment-là, on a une opposition d'autant plus forte que celui qui croyait être le meilleur des présidentiables était à égalité avec le président de l'UMP sortante. Et c'est la raison de la crise existentielle qu'il y a. Il y en a un qui veut à tout craint être candidat à la présidence de la République, c'est Copé. Et l'autre qui croyait qu'en ayant été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans, il l'emporterait 70-30. Donc la défaite est insupportable. Donc on profite du score serré pour rester sur ses positions et engager un combat. Il n'y a pas d'illégalité. Copé est le président légal. Il y a peut-être éventuellement une illégitimité, c'est seuls les militants peuvent le dire.
Très bien, messieurs. Alors, de la droite, on passe à la gauche parce que on en oublie avec ces histoires de l'UMP. Oui, qu'à gauche, mais c'est pas mieux non un plus. quinquennat dure 5 ans. À gauche, c'est pas mieux non plus. On vient de voir ce qui vient de se passer au Sénat où le budget 2013 n'a pas été validé. Le PC a voté avec l'UMP. Alors là, c'est un comble. Non, moi je dirais pas ça. Ah, ça y est, Non, ça non, commence. non, je dirais pas Ah, que le PC a voté avec l'UMP. Tu sais pertinemment que je suis pas Il au s'est front de opposé en gauche. tous les cas au budget Le du gouvernement. PC s'est opposé comme l'UMP, mais pas pour les mêmes raisons, au budget du gouvernement. Alors, Tu vois, parce que je trouve quand même alors là aussi, présenter le fait que le PC vote à l'UMP, c'est pas ni agréable pour l'UMP, ni agréable pour le PC. C'est qu'en fait, les oui, deux... mais on s'en fout en même temps, c'est un peu Non, la non. réalité quand même. Non, parce que le PC n'a pas voté pour les mêmes raisons que l'UMP. Bon, mais Et l'UMP n'a pas voté pour on les mêmes en raisons que reparle. le PC. Ça aussi, c'est un respect de la démocratie. Oui, Parce mais que pour le les- je résultat, le c'est que dis- le budget n'a pas Oui, été adopté en première lecture oui, mais au Sénat. Stéphane, ce que je veux dire, J'ai pas certes, fini ma le présentation, résultat Pierre-Nicolas. n'a pas été un truc, mais je trouve que les médias font des raccourcis malheureux. Oui. Et encore une fois, ça, alors là, c'est pas pour, ça va pas abonder la notion et l'idéal de démocratie. Alors, Tu vois ce que je veux dire Pierre Le Nicolas. PC et l'UMP ont voté contre, mais pas pour les mêmes raisons. Et certes, le budget a été rejeté. Alors, Voilà. Pierre-Nicolas, il y a le problème posé par le Front de gauche depuis le départ. Oui. Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent s'opposent, mais en même temps, ils jouent un jeu, j'allais dire, démocratique, puisqu'ils n'avaient pas accepté d'être dans le Tout à gouvernement. fait. Donc là, on est Ça, d'accord. c'est clair, c'est Par ce qu'on avait contre- dit il y a un mois. Par contre, Et Rémi s'en était expliqué d'ailleurs. les Verts, il y a eu l'épisode du nucléaire, l'épisode du gaz de schiste, maintenant Notre-Dame-des-Landes. Ça fait quand même beaucoup de dossiers sur lesquels les Verts s'opposent au gouvernement auquel eux, ils participent, Oui. avec deux ministres. Qu'est-ce qui se passe, Pierre-Nicolas? Est-ce que c'est cette gauche dite plurielle qui éclate aux yeux de tout le monde? Non, je pense que les Verts, le parti EELV, qui n'est pas que les Verts d'ailleurs, puisque là aussi c'est un rassemblement d'au moins deux partis. C'est surtout les Verts. Non, mais c'est un EELV. Donc, hein, voilà. Je pense que EELV est dépassé, a fait campagne sur des thèmes avec sa base et auprès des électeurs. Et actuellement, la base, alors là, pour ça j'en suis sûr, je peux l'affirmer, la base est très mécontente pas tant de ses parlementaires, mais de ses ministres, puisqu'elle trouve, donc la base trouve que les ministres EELV renient les valeurs pour lesquelles ils ont été désignés et élus. C'est intéressant, Pierre-Nicolas. Ça veut dire que c'est un peu comme l'UMP où on dit que la base militante est plus à droite que les sympathisants. Là, tu es en train de nous dire que la base militante écologiste est plus à gauche. Non. Que les cadres. Non, elle est plus écolo, elle n'est pas forcément plus à gauche. Elle est plus à gauche. Elle n'est pas Sur les forcément chiquiers, plus sur à les gauche. chiquiers. Non, elle n'est pas forcément plus à gauche. Parce que quand tu vois les tenants de la décroissance, etc., ça on pourra après en discuter. Moi, une fois, j'en ai discuté avec des amis verts. C'est vrai que Et Dieu sait qu'à quelquefois, Colomiers, il y en a quelques-uns. Et des fois, ça pouvait s'apparenter, cette discussion pourrait s'apparenter avec la notion de physiocrate. Oui. Non, mais vraiment, hein, et c'est vrai, quand je l'ai expliqué à quelques verts, ils m'ont dit c'est quoi ça? J'ai dit bah, écoute, je vais t'expliquer, et puis je te donnerai les références. Mais c'est vrai que, donc je pense que les militants verts ne sont pas ni à plus à gauche ni plus à droite, ils sont effectivement plus à gauche que les militants de droite, ça, que de l'UMP. Ça, je ne vais pas leur faire injure sur ce point, mais il n'en demeure pas moins que les militants verts sont plus verts que les ministres. Et donc, c'est vrai que, par exemple, quand tu vois ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, c'est des verts rouges, et c'est pas non plus... c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est des verts rouges qui sont donc plus combattants, plus combatifs sur la notion d'écologie que leur propre ministre. Donc, ils perdent aussi... Donc, ça veut dire que si EELV est en train de perdre des militants. S'ils perdent des militants, ils vont perdre des électeurs. Donc, tout le problème de EELV va être... Eva Joly n'avait pas eu énormément. Oh, oui, mais Eva Joly, c'est un cas d'espèce, je pense. Mais quand tu vois qu'au dernier régional, ils avaient fait quand même 16 ou 17% C'est vrai, ici. c'est vrai. Ouais, un cas de figure exceptionnel. Non. De manière globale, ils étaient montés à 12-13. Donc, je vais pas défendre. Aux législatives, le score qu'ils ont fait est dû à la gentillesse extrême du PS. Non, mais j'allais y Non, venir. mais je Stéphane, parle des régionales, intrinsèquement. Stéphane, il ne faut pas nier, là, il a raison, qu'aux européennes et aux régionales, il y a eu de bons scores. Il y a eu de très bons scores au LV, oui. mais je pense que maintenant, à l'aune de l'exercice du pouvoir, ils vont vraiment perdre beaucoup d'électeurs. Après, où vont se porter ces électeurs? Et je pense qu'ils vont se porter sur le front de gauche. Mais avec fracas. Mais ça va être... c'est le troisième ministre, ça, fracas. Mais je pense que... je pense qu'ils Il y ne a sortent... des moustaches. Pour l'instant, ils ne sortent pas.
parce qu'ils ont tout à gagner. Non, parce que si c'est Duflot et Pascal Canfin veulent pas perdre leur place, surtout. Ils veulent pas perdre leur place, mais ça va être tout le problème de ELV. Qui était le problème des communistes sous Mitterrand? Ouais. C'est un problème très similaire quand même. Johan, tu peux te lâcher maintenant, parce qu'ils se sont lâchés sur l'UMP. Ce qui se passe là avec le gouvernement Ayrault, cette gauche qui se divise, le PC qui vote pas le budget au Sénat, les Verts qui s'opposent à divers projets du gouvernement, c'est quoi ton opinion? Moi, j'aimerais pas déjà être un militant écolo. Je préfère être un bon militant UMP. Je pense que, avec le nombre de couleuvres qu'avalent Duflot et Canfin au gouvernement, je comprends même pas que eux-mêmes ils ont pas quitté leur fauteuil. Quand on voit tout ce qu'a pu dire Jean-Vincent Placé, quand on voit tous les votes qu'il y a lieu. Et encore là, récemment, au niveau local, sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, au conseil municipal de Toulouse, il y a eu un vœu qui a été déposé par les écolos. Il y a même eu le local du PS qui a été tagué. Ouais. Qui avait été déjà vandalisé, mais déjà à Paris vandalisé 2 ou 3 fois quand même à propos du... Donc je pense qu'il y a trop de divergences, que ce soit le nucléaire, le cannabis, l'aéroport. Il y a trop de divergences. Et encore hier, Pierre Cohen s'est un peu énervé en disant aux écolos, vous voulez pas d'avion, vous voulez pas d'aéroport, comment vous allez vous déplacer? Il y a quand même des tensions, il y a un climat. Je pense qu'il y a quand même pour ces ministres-là des conséquences à en tirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent dégager, c'est ça? Ah, ils font ce qu'ils veulent. Ça, je les laisse libres. Mais je pense qu'après avoir eu un beau mariage arrangé pendant les élections, il serait temps de mettre en place un divorce à l'amiable. Ouais. Bon. Pour le coup, c'était l'illusion du mariage pour tous. Moi, je voudrais revenir sur une notion qu'on employait beaucoup sous la Troisième République. Non, mais Stéphane, est-ce que tu vas nous faire une réponse aussi rouge que ton pull? Il est bien. J'ai aussi une écharpe rouge et des chaussettes rouges. On s'arrêtera là. Alors, Stéphane, oui. Qu'est-ce qui se passe avec ce gouvernement Ayrault alors? Et il se passe ce qui se passe aussi à droite, et c'est amusant de voir que le désenchantement du politique touche à la fois la gauche et la droite, les électeurs de gauche comme les électeurs de droite. C'est pour ça qu'on peut en appeler à une post-démocratie qui pourrait nous faire vivre la politique autrement, avec une autre respiration républicaine. Et je reprendrai un terme qui a été utilisé par François Gogel, qui était un grand connaisseur de la Troisième République. Il disait qu'il y avait... On n'avait pas eu de citation. Il disait qu'il y avait des associés rivaux. Eh bien, aujourd'hui, nous ne sommes qu'entre associés rivaux. Les associés rivaux écolo PS, les associés rivaux Mélenchon Hollande, les associés rivaux Copé Fillon, et donc nous ne vivons qu'avec la dialectique, les différents, les contentieux de ces associés rivaux qui sont soit dramatisés, soit dédramatisés, soit au cœur de l'actualité quand il n'y a pas, soit loin de l'actualité. Et, il faut aller vite, il ne reste plus que 2 minutes, Stéphane. Oui. On a 2 minutes pour parler. Non, mais des pas gauches. que pour toi. Ah, pas que pour moi. Donc moi je dirais très simplement qu'une fois que les médias auront quitté le champ des droites en décomposition, elles iront sur le champ des gauches en décomposition également. Qu'est-ce qu'on aura pris les médias aujourd'hui? Pierre-Nicolas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je vais te le faire très rapidement. Moi, je ne comprends pas très bien pourquoi au gouvernement il y a encore des ministres verts et pourquoi le président et le Premier ministre ne tapent pas du poing sur la table vraiment, si ce n'est pour encore avoir et offrir une sorte de gauche plurielle à la Jospin, sachant quand même que les seuls, et alors après on peut en dire ce qu'on veut, les seuls qui sont à peu près clairs, c'est les radicaux de gauche. Il faut rappeler aussi, ça te fait rire, mais ça veut dire que la gauche plurielle est un leurre. Hein. C'est ça que ça veut dire. Il faut rappeler, voilà. Nicolas, ça veut dire que le bocage d'entrée est vert. Oui. Ça veut dire, Pierre-Nicolas, pour être clair, il n'y a qu'un attelage qui est solide, c'est PS-PRG. Et oui, mais sérieusement, et je ne vais pas... c'est important. Mais c'est vrai que c'est ça le problème. Ça veut dire que les socialistes, malgré tout, ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc ils pourraient très bien passer les lois sans avoir besoin de voix des Verts. Voilà. Pourquoi ne le font-ils pas? Johan, c'est toi qui vas conclure. Est-ce que Jean-Marc Ayrault va durer aussi longtemps que François Fillon? Ah non, je pense pas. Je pense que, ne serait-ce qu'en termes de crédibilité et de poigne, il y a quand même une différence majeure entre les deux. Et c'est pour ça que je suis très fier d'avoir François Fillon et l'UMP. Mais pas président, on a bien compris. Messieurs, merci d'avoir participé à ce Zoom sur l'actu. On se retrouve le mois prochain. Merci à vous de nous avoir suivis et sur les ondes de Radio Axe Sud et sur la web TV du Journal Toulousain. Et surtout, que la force soit avec vous.